Mon téléphone a sonné à exactement 2h17 du matin, alors que j'étais recroquevillée sur une chaise en plastique dur devant la chambre d'hôpital de ma fille, serrant sa petite couverture grise dans mes deux mains comme si c'était la seule chose solide qui restait dans ma vie. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte avant même que je n'attrape le téléphone. Madame Whittaker. J'ai levé la tête si vite que mon cou a craqué. Wilfred est stable pour l'instant, dit-elle doucement. Le médecin veut vous parler. Stable pour l'instant. 3 mots. C'est tout ce que j'avais. Et d'une manière ou d'une autre, ces 3 mots sont devenus la seule chose qui me maintenait debout, pendant que tout le reste dans ma vie s'effondrait discrètement. Je m'appelle Geneviève. Il y a 8 semaines, ma vie semblait ordinaire, frustrante, fatigante, mais ordinaire. 2 semaines plus tard, elle ressemblait à un couloir d'hôpital. Étage 3 mois après la nuit où mes parents, debout dans leur cuisine, m'ont dit que j'aurais dû mieux planifier les choses, elle ressemblait à quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Pas en 100 ans. Laissez-moi revenir en arrière. 6 mois avant que tout cela n'arrive, mon mariage avec Ambrose a pris fin. Ce ne fut pas bruyant. Il n'y a pas eu de grand scandale, pas de scène de ménage dont les voisins se souviendraient. C'était juste 2 personnes, qui étaient lentement devenues des étrangers, signant des papiers dans le bureau d'un avocat, pendant que notre fille de 8 ans, Wilfred, coloriait un dessin de cheval dans la salle d'attente. Ambrose n'était pas cruel. Il n'était simplement plus là, pas d'une manière qui comptait. Et quelque part dans le processus de démêler 7 ans de vie commune, j'ai perdu plus que des meubles et une adresse partagée. J'ai perdu la version de l'avenir sur laquelle j'avais tranquillement compté depuis le jour où Wilfred est né. Le divorce a pris presque tout ce que j'avais économisé. Les frais d'avocat, la caution que j'ai perdue pour notre ancien appartement, le camion de déménagement, tout cela a dévoré mon compte épargne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, sauf le chiffre 0 et une version très fatiguée de moi-même. En quelques mois, Ambrose a déménagé à 2 états de là pour un nouvel emploi. Et bien qu'il appelait toujours Wilfred le dimanche, le poids quotidien de son éducation reposait entièrement sur moi. Je ne lui en voulais pas. J'aimais être sa mère plus que tout ce que j'avais jamais aimé. Je ne m'attendais simplement pas à le faire complètement seul, sans coussin financier et sans plan de secours. N'ayant nulle part où aller, j'ai fait ce que beaucoup de gens font quand leur vie s'effondre. J'ai appelé mes parents. Mon père, Osri, et ma mère, Milise, vivaient dans la maison où mon père avait grandi. Une maison qui avait en fait appartenu à sa mère, ma grand-mère Adélaïde, avant son décès 4 ans plus tôt. C'était une grande maison avec un sous-sol aménagé, qui avait sa propre salle de bain et une petite kitchenette. Largement assez de place pour qu'une mère célibataire et sa fille puissent retomber sur leurs pieds. Ils ont dit oui, mais pas gratuitement. 700 $ par mois, a dit mon père, en faisant glisser un morceau de papier sur la table comme s'il concluait une affaire au lieu de parler à sa fille. Charge comprise. C'est un bon prix. Ça m'a blessé, mais je l'ai payé chaque mois, à temps et sans me plaindre, parce que je me disais que c'était temporaire. Je me disais que c'était un pont entre la vie que j'avais perdue et celle que je construisais. Je travaillais comme coordinatrice marketing pour une entreprise de logistique pendant la journée, et la plupart des soirs et week-ends, je faisais autre chose aussi. Quelque chose pour lequel mes parents ne m'ont jamais remercié. Pendant près de 3 ans, j'avais discrètement tenu la comptabilité de la quincaillerie de mon père. La quincaillerie, Whittaker et fils, même s'il n'y avait jamais eu de fils, juste une fille de qui on attendait apparemment qu'elle fasse le travail d'un fils sans demander de salaire. Je faisais la facturation. Je rapprochais les comptes. Je déposais les déclarations trimestrielles auprès de l'État. Je le faisais parce que mon père me l'avait demandé, parce que la famille s'entraide, et parce qu'une petite partie têtue de moi voulait encore qu'ils me regardent comme les pères sont censés regarder leurs enfants. Je veux que vous vous souveniez de ce détail. Il aura son importance plus tard. Ma mère avait aussi sa propre façon discrète de tenir les comptes. Toutes les quelques semaines, elle mentionnait, presque nonchalamment, à quel point c'était généreux de leur part de nous laisser rester. Elle en parlait au dîner devant Wilfred, devant Rosamund, comme si elle avait besoin de témoins pour confirmer sa propre gentillesse. Ce n'est pas toutes les familles qui feraient ça pour leurs filles, disait-elle en se resservant un verre de vin.
Je hochais toujours la tête. Je me disais que la gratitude était un petit prix à payer pour avoir un toit au-dessus de la tête de ma fille, même quand cette gratitude m'était extorquée comme un péage. Rosamund, de son côté, n'avait jamais vraiment cessé d'être la favorite. Elle avait 3 ans de moins que moi, terminait toujours un diplôme de commerce qu'elle semblait finir depuis une éternité, et elle passait d'un appartement à l'autre, financée en partie par nos parents et en partie par des petits amis qui ne duraient pas. Chaque fois que l'argent se faisait rare pour elle, il apparaissait simplement. Chaque fois que l'argent se faisait rare pour moi, on me rappelait que l'âge adulte impliquait des conséquences. Je remarquais la différence. Je n'en ai juste jamais rien dit, parce que dire quelque chose ne semblait jamais rien changer, et j'avais une fille sur qui me concentrer. Wilfred et moi nous sommes installés au sous-sol. Ce n'était pas glamour, mais c'était à nous. Elle avait un petit coin lecture près de la fenêtre avec des guirlandes lumineuses, et chaque soir avant de dormir, nous lisions un chapitre du livre dont elle était obsédée ce mois-là. Pendant un certain temps, les choses ont presque semblé stables. Puis, un mardi au début du printemps, Wilfred s'est effondré pendant la récréation. J'ai reçu l'appel au travail. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine trouver mes clés de voiture. Le temps que j'arrive à l'école, les ambulanciers la chargeaient déjà sur une civière. Au début, tout le monde pensait que c'était de la déshydratation. Puis ils ont suspecté une infection. Puis sont venus plus de tests, plus de scanners, plus de médecins utilisant des voix prudentes et mesurées qui me terrifiaient plus que s'ils avaient simplement crié. Nous avons atterri à l'hôpital pour enfants de Ridgeview, en centre-ville. Et à partir de ce jour, cet hôpital est devenu mon monde entier. Je dormais sur les chaises des salles d'attente. Je vivais de cafés de distributeurs et de barres de céréales que j'oubliais de manger. J'ai appris à reconnaître chaque bip et chaque sonnerie provenant des machines autour du lit de ma fille. J'ai appris lesquelles signifiaient la routine, et lesquelles faisaient que mon estomac se nouait. La maladie de Wilfred s'est avérée être une complication auto-immune sévère. Une de ces conditions que les médecins décrivent en utilisant des mots comme « rare » et « agressive » dans la même phrase. Son système immunitaire s'était retourné contre son propre corps, attaquant les tissus qu'il était censé protéger, et le plan de traitement impliquait un équilibre prudent et épuisant de médicaments, qui comportaient leur propre longue liste de risques. Elle devait rester sous observation pendant des semaines, peut-être plus longtemps, selon la façon dont son corps réagissait. Il y a une nuit, environ une semaine après notre arrivée, à laquelle je pense encore plus qu'à presque tout autre moment de cette épreuve. La fièvre de Wilfred a grimpé en flèche sans avertissement, montant si vite que 3 infirmières se sont précipitées dans la chambre en même temps. Et pendant environ 11 minutes, personne n'a osé me regarder directement dans les yeux. Je suis restée plaquée contre le mur, à l'écart, murmurant quelque chose entre une prière et un marché, promettant tout et n'importe quoi à quiconque pourrait m'entendre, si seulement on la laissait continuer à respirer régulièrement. La fièvre est tombée vers 1h du matin. Le médecin m'a dit après, avec la douceur mais l'honnêteté que les médecins apprennent à avoir avec les parents terrifiés, que nous avions eu de la chance, et que nous devions rester vigilants à la possibilité que cela se reproduise. J'ai appelé ma mère cette nuit-là, juste après, encore tremblante, sentant encore le goût de la peur au fond de ma gorge. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Elle est stable, je lui ai dit. Mais c'était vraiment effrayant ce soir, maman. C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la télévision en fond sonore, non coupé. Écoute, nous sommes en plein milieu de quelque chose. Je peux te rappeler demain ? Elle n'a jamais rappelé. Je me suis dit qu'elle était occupée. Je me suis dit beaucoup de choses ce printemps-là qui se sont avérées fausses. Quelque part au milieu de tout ça, entre les papiers d'assurance, le congé sans solde, les coûts des médicaments, les frais de parking qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les suivre, et le fait de passer chaque heure éveillée au chevet de ma fille, j'ai manqué un paiement de loyer. Un seul paiement, avec 9 jours de retard. Le 10e jour, j'ai enfin eu 1 heure de libre, alors j'ai conduit jusqu'à la maison pour prendre quelques affaires que Wilfred réclamait, son lapin en peluche, son pyjama préféré avec les petits renards, l'album photo qu'elle aimait feuilleter quand elle avait peur, celui avec les photos de son premier anniversaire et du voyage à la plage que nous avions fait l'été avant le divorce. J'ai atteint la porte du sous-sol, et ma clé n'a pas tourné.
J'ai réessayé. Rien. Mon cœur a commencé à battre la chamade avant même que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. Je suis montée à l'étage et je suis entrée par l'entrée principale. Ma mère se tenait dans la cuisine, coupant une pomme avec le genre de calme qu'on attendrait de quelqu'un qui fait des mots croisés. Mon père était assis à table, les mains jointes devant lui comme s'il attendait le début d'une réunion. Et ma sœur cadette, Rosamund, était appuyée contre le comptoir, portant un pull que j'ai immédiatement reconnu, parce que c'était le mien. Je les ai regardés tous les trois. Où sont nos affaires ? Ma mère n'a même pas levé les yeux. Nous avons vidé le sous-sol. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Quoi ? Mon père a soupiré, comme si j'étais la personne déraisonnable dans la pièce. Tu étais en retard pour le paiement, Geneviève. J'étais à l'hôpital, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Wilfred est en soins intensifs. Rosamund a haussé les épaules, sans même prendre la peine d'avoir l'air coupable. Le bail de mon appartement s'est terminé. J'avais besoin d'un endroit où rester. La pièce était juste là, inutilisée. Je l'ai dévisagée. Où sont les vêtements de Wilfred ? Personne n'a répondu. Ses jouets ? Silence. Ses diplômes scolaires ? Ceux dont elle était si fière ? Ma mère a posé les tranches de pommes sur une assiette avec la même précision qu'elle utilisait probablement pour arranger des fleurs. Nous avons vendu ce que nous pouvions, a-t-elle dit, comme si elle lisait une liste de courses. Le reste est parti en don. Le camion est déjà parti ce matin, donc il n'y a plus rien à trier. Cette phrase a eu un impact plus dur que presque tout ce que les médecins m'avaient dit au cours des 3 dernières semaines. Ma fille réclame son lapin en peluche, ai-je dit. Elle le demande tous les soirs. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, imperturbable. Peut-être que cela t'apprendra à mieux gérer tes responsabilités. J'ai regardé ma mère, attendant quelque chose. Une lueur de culpabilité. Un seul moment d'hésitation. Au lieu de cela, elle s'est essuyé les mains sur un torchon et a dit, presque après coup, tu peux toujours utiliser la salle de bain au bout du couloir si tu as besoin de te rafraîchir avant de repartir. Comme si j'étais passée pour une visite. Comme si je ne venais pas de découvrir que toute l'enfance de ma fille avait été vendue en un après-midi pendant que j'étais assise au chevet d'un lit d'hôpital, priant pour qu'elle survive à la semaine. Rosamund, au moins, a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, changeant de poids contre le comptoir, tirant sur la manche de mon cardigan comme si elle se souvenait soudain de quel placard il venait. Mais elle n'a rien dit non plus. Personne ne l'a fait. 3 personnes que j'avais passé toute ma vie à essayer de rendre fières. Et dans la plus grande crise de ma vie, tous les 3 ont trouvé plus facile de parler de loyer que de leur petite fille, leur nièce, qui se battait pour sa vie à 15 minutes de là. Quelque chose en moi s'est éteint à ce moment-là. Pas de manière forte, pas de manière dramatique, juste un silence, comme un interrupteur qu'on bascule quelque part au fond de ma poitrine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne les ai pas suppliés de reconsidérer, ni ne leur ai rappelé que j'avais passé 3 ans à m'occuper gratuitement de la comptabilité de leur entreprise, que je n'avais jamais été en retard avant cela, ou que leur petite fille était allongée dans un lit d'hôpital, se battant pour sa vie, pendant qu'il triait ses affaires comme pour un vide-grenier. J'ai simplement tourné les talons et je suis partie. Je suis retournée à l'hôpital, je me suis assise sur la chaise à côté du lit de Wilfred, et je l'ai regardé dormir sous un enchevêtrement de fils de moniteur. Et vers minuit, une fois que le couloir est devenu silencieux et que le seul son restant était le rythme doux de son moniteur cardiaque, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas pour pleurer dans une barre de recherche, pas pour me défouler sur les réseaux sociaux. Je l'ai ouvert parce que pendant 3 ans, j'avais géré les registres de l'entreprise de mon père, et quelque part au fond de mon esprit, un souvenir avait commencé à taper sur la vitre, demandant à être libéré. Environ 1 an plus tôt, en aidant à régler des papiers après le décès de ma grand-mère Adélaïde, j'étais tombée sur les documents de la fiducie pour la maison. La même maison où vivaient mes parents, la même maison dont on venait de me barrer l'accès. Je me suis souvenu d'une clause spécifique, à laquelle je n'avais pas beaucoup pensé à l'époque parce qu'elle semblait presque sentimentale, le genre de choses qu'une grand-mère ajoute parce qu'elle ne fait pas entièrement confiance à son propre fils.
Grand-mère Adélaïde avait intégré une protection très particulière dans cette fiducie avant de mourir. Elle avait vu mon père devenir plus froid au fil des ans, plus transactionnel, plus préoccupé par les chiffres que par les gens, et elle voulait s'assurer que la maison dans laquelle elle l'avait élevé ne pourrait jamais être utilisée pour repousser la famille en cas de crise authentique. La fiducie stipulait, en langage juridique clair, que le fiduciaire n'avait pas le droit d'expulser un bénéficiaire direct de la famille pendant une urgence médicale documentée, sans l'approbation écrite du protecteur de la fiducie, un avocat de la famille nommé Maître Callaway, qui avait été l'ami le plus proche de ma grand-mère pendant près de 40 ans et qui était spécifiquement désigné pour approuver ce genre de décision. Si le fiduciaire, mon père, était jugé en violation, la fiducie permettait la réaffectation de la tutelle au prochain bénéficiaire qualifié nommé dans les documents. Moi, je n'avais pas pensé à cette clause depuis plus d'1 an. Je n'avais certainement pas prévu de l'utiliser comme une arme. Mais assise là, sur cette chaise d'hôpital, tenant la main de ma fille pendant qu'elle dormait à travers une fièvre qui me terrifiait chaque fois que je regardais le chiffre sur le moniteur, j'ai réalisé quelque chose de simple et d'indéniable. Mon père n'avait pas seulement été méchant. Il avait violé une condition juridiquement contraignante que sa propre mère avait mise en place spécifiquement pour protéger des gens comme Wilfred et moi. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fait ce que j'avais appris à faire pendant 3 ans en gérant ces papiers. J'ai tout documenté. J'ai sauvegardé les dossiers d'admission de Wilfred à l'hôpital, horodatés et officiels. J'ai sauvegardé la preuve de l'éviction de nos affaires que, comme il s'est avéré, ma mère avait documenté elle-même dans un message de groupe à ma tante, avec des photos de nos affaires en train d'être chargées dans un camion de dons, légendé par quelque chose comme « Enfin récupérer le sous-sol ». J'ai sauvegardé le message vocal que mon père a laissé 2 jours après nous avoir mis à la porte, celui où il mentionnait nonchalamment avoir besoin du sous-sol pour du stockage. J'ai tout compilé dans un seul email, calme et factuel, adressé à Maître Callaway. Puis j'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait. Je suis allée au travail. J'ai rendu visite à Wilfred tous les jours. Je lui ai lu un chapitre chaque soir, même quand elle était trop fatiguée pour garder les yeux ouverts. Et je lisais simplement, doucement, au son de sa respiration. 3 semaines plus tard, Maître Callaway m'a appelé. Il était prudent au téléphone, mesuré d'une manière qui me disait qu'il avait déjà passé ce genre d'appel. Il ne pouvait promettre aucun résultat, a-t-il dit, seulement que la fiducie serait appliquée selon ses termes, quoi que cela finisse par signifier pour l'une ou l'autre des parties. Il était minutieux. Il s'est également avéré être un homme qui prenait très au sérieux les dernières volontés de sa vieille amie. Il a demandé des copies de la documentation de l'hôpital, a examiné le langage de la fiducie ligne par ligne, et s'est personnellement rendu à la maison pour parler avec mes parents. D'après ce qu'il m'a dit plus tard, mon père a essayé de soutenir qu'un paiement de loyer en retard justifiait l'expulsion. Maître Callaway lui aurait apparemment informé, assez clairement, qu'une difficulté médicale temporaire était exactement le scénario que la clause visait à protéger, et que vendre et donner les affaires d'une petite fille pendant cette épreuve rendait la violation considérablement plus difficile à justifier. Pendant que l'examen était en cours, quelque chose d'autre a été révélé. En examinant les exigences de surveillance financière de la fiducie, Maître Callaway a demandé la documentation standard de l'entreprise associée à la propriété, la quincaillerie de mon père, qui opérait techniquement depuis un petit bureau attenant à la maison et était incluse dans l'évaluation des actifs de la succession. C'est là que mes 3 ans de comptabilité sont devenus pertinents d'une manière que je n'avais jamais anticipée. J'avais toujours tenu les livres exactement comme on me l'avait demandé, mais j'avais aussi, par habitude et à cause d'un malaise lancinant que je ne m'étais jamais permis d'examiner, conservé mes propres fichiers de sauvegarde séparés. Lorsque le bureau de Maître Callaway a demandé les registres financiers standards dans le cadre de l'examen de conformité de routine de la fiducie, j'ai fourni les miens, précis, complets et non altérés. L'audit ne cherchait pas de fraude fiscale. Il vérifiait simplement que l'entreprise liée à la succession était gérée selon les termes de la fiducie. Les divergences sont simplement apparues en cours de route. Elles ne correspondaient pas aux déclarations fiscales soumises par mon père. Des transactions en espèces de la boutique, effectuées sur 4 ans, avaient été enregistrées dans mes livres mais jamais déclarées à l'État. Ce n'était pas moi qui avais modifié les déclarations après les avoir envoyées. Je l'ai découvert plus tard,
mais j'avais été, sans le savoir, la seule à conserver la trace écrite précise qui le prouvait. Apparemment, mon père avait discrètement ajusté les chiffres finaux lui-même avant de les soumettre, rognant les revenus déclarés ici et là, assez peu chaque année pour ne jamais attirer l'attention. Mais cumulé sur 3 ans, la différence était loin d'être négligeable. Lorsque le service des entreprises de l'État l'a contacté pour programmer une enquête formelle, mon père a tenté une autre approche. Il m'a appelé directement, la voix plus tendue que je ne l'avais jamais entendue, et m'a demandé si je pouvais simplement confirmer que les registres que je tenais contenaient des erreurs, que j'avais peut-être mal compté, que peut-être toute cette affaire n'était qu'un malentendu entre un père et sa fille trop soucieuse du détail. J'ai tenu des comptes précis, papa, je lui ai dit. C'est la seule chose que j'ai toujours faite correctement pour toi. Il a raccroché sans dire au revoir. Je veux être clair sur un point. Je n'ai pas cherché à dénoncer l'entreprise de mon père. Je n'essayais de ruiner personne. J'ai ouvert cet ordinateur portable parce que ma fille avait besoin de son lapin en peluche et que ses grands-parents l'avaient vendu au lieu de faire 15 minutes de route pour le lui donner. Tout ce qui a suivi n'était que la vérité rattrapant des gens qui avaient passé des années à supposer que personne ne prêtait assez d'attention pour le remarquer. Environ 6 semaines après le début de l'examen, quelque chose a changé. Ma mère a recommencé à m'envoyer des textos. Des messages courts et prudents qui n'avaient rien à voir avec le loyer ou le sous-sol. Je pense à toi et à Wilfred. Fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose. J'ai presque ri à voix haute en lisant cette dernière phrase, assise sur la même chaise d'hôpital depuis plus d'1 mois, me demandant où était cette offre quand j'avais réellement besoin de quelque chose. Puis, un dimanche après-midi, mon père est arrivé à l'hôpital sans prévenir. Je ne lui avais pas dit à quel étage se trouvait Wilfred, ce qui signifiait qu'il avait demandé à l'accueil, ce qui signifiait que ce n'était pas une visite spontanée. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un petit sac cadeau, l'air plus petit que dans mon souvenir. J'ai entendu dire qu'il y avait une sorte d'examen en cours, a-t-il dit, sautant toute salutation. Avec la maison ? Avec Callaway ? C'est exact, ai-je dit. Ta grand-mère n'aurait pas voulu que cela se transforme en un immense gâchis juridique, Geneviève. La famille ne devrait pas se faire ça. J'ai pensé au sous-sol vidé. J'ai pensé au message de groupe avec le camion de dons. J'ai pensé aux 11 minutes passées contre un mur d'hôpital pendant que personne ne me rappelait. Tu as raison, ai-je dit doucement. La famille ne devrait pas se faire ça. Il n'a pas eu de réponse à cela. Il a posé le sac cadeau sur une chaise, une peluche, une différente, même pas le bon genre de lapin, et est parti sans dire grand-chose d'autre. Je ne l'ai jamais ouvert. L'examen de la fiducie s'est conclu presque exactement 3 mois après la nuit où je me tenais dans cette cuisine. Après des semaines d'examen juridique, de demandes de documents et de 2 audiences distinctes devant l'arbitre externe de la fiducie, Maître Callaway a déterminé que mon père avait matériellement violé la clause de protection du logement. Et selon les termes que grand-mère Adélaïde avait elle-même écrits, la tutelle de la propriété m'a été transférée en tant que prochaine bénéficiaire désignée. Mes parents ont reçu un avis formel. Ils avaient 90 jours pour quitter la résidence principale, ce qui coïncidait presque exactement avec la résolution d'une autre affaire, l'enquête de l'État sur les déclarations fiscales de la quincaillerie, motivée par les divergences découvertes lors du même examen financier. Je n'ai personnellement livré aucune de ces 2 nouvelles. Je n'en avais pas besoin. Maître Callaway s'en est occupé comme il s'occupait de tout, discrètement, professionnellement, et avec des documents qui ne laissaient aucune place à la négociation. Rosamund m'a appelé la semaine où l'avis a été envoyé. C'était la première fois qu'elle me contactait directement depuis ce jour dans la cuisine. Tu pourrais arrêter ça, tu sais, a-t-elle dit, sa voix tranchante avec le genre de suffisance que j'avais passé 30 ans à apprendre à reconnaître. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Tu pourrais simplement laisser tomber. J'aurais pu, ai-je convenu. Il y a environ 3 mois, avant que tu n'aides à charger nos affaires dans un camion de dons et que tu n'enfiles mon cardigan comme s'il était déjà à toi. Ce n'est pas juste, Jen. Non, ai-je dit, ça ne l'était pas. Elle n'a rien trouvé à répondre à cela. Et après un moment de silence qui s'est étiré trop longtemps pour être confortable, elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé non plus.
Certaines relations ne se terminent pas par une dispute. Elles se terminent par un clic très silencieux, et vous réalisez, presque avec soulagement, que vous avez le droit de les laisser simplement terminer. Ma mère a essayé une approche différente. Elle a envoyé un long email, du genre avec trop de points d'exclamation et pas assez d'honnêteté, expliquant qu'elle avait toujours su que la règle du sous-sol était dure, qu'elle n'avait jamais vraiment été d'accord avec la façon dont mon père gérait les choses, qu'elle espérait que nous pourrions surmonter cela en tant que famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai pensé aux tranches de pommes si soigneusement disposées sur cette assiette pendant qu'elle me disait que nos affaires avaient été vendues, et j'ai compris quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre des années plus tôt. Ma mère n'avait jamais été en désaccord avec quoi que ce soit que mon père faisait. Elle avait simplement attendu de voir quel côté allait gagner avant de décider lequel elle avait toujours secrètement soutenu. Je n'ai pas répondu à l'email. Certains messages n'ont pas besoin de réponse. Ils ont juste besoin d'être lus, classés, et laissés exactement là où ils ont atterri. Wilfred est sorti de l'hôpital 11 jours après le début de notre conversation avec Maître Callaway. Par un après-midi ensoleillé qui semblait presque injuste par son aspect ordinaire, comme si le ciel n'avait pas reçu le mémo sur tout ce que nous avions survécu pour en arriver là. Les médecins ont fait leur dernier contrôle, ajusté son programme de médicaments pour la maison, et m'ont remis un dossier épais d'instructions que j'ai lu tellement de fois cette semaine-là que les coins des pages ont commencé à s'adoucir. Je nous avais trouvé un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire. Mais il y avait une bonne lumière le matin et un propriétaire qui répondait réellement à son téléphone quand j'appelais. J'ai signé le bail avec de l'argent que j'avais discrètement économisé en vendant quelques-unes de mes propres affaires, des choses dont je n'avais plus besoin. Et je me suis promis, debout dans cet appartement vide avant même que nous n'y ayons déplacé une seule boîte, que Wilfred ne vivrait plus jamais dans un endroit où sa sécurité dépendrait de l'humeur de quelqu'un d'autre. Le premier soir dans le nouvel appartement, Wilfred a demandé si nous pouvions lire son livre, la même tradition que nous avions maintenue, même sur des chaises d'hôpital et dans des salles d'attente. Je me suis assise au bord de son nouveau lit, dans sa nouvelle chambre, avec Clémentine le lapin niché sous un bras, et j'ai lu le chapitre lentement, comme nous le faisions toujours. Au milieu de la lecture, elle a levé les yeux vers moi. « On reste ici pour de bon, maman ?» « Oui, je lui ai dit. » « Pour de bon. » Elle a hoché la tête, comme si cela réglait quelque chose d'important. Et en quelques minutes, elle s'est endormie, sa respiration régulière et égale, d'une manière qui, encore aujourd'hui, me serre le cœur de gratitude chaque fois que je le remarque. Le jour où je suis retournée dans cette maison, ce n'était pas pour me vanter. C'était parce que, en tant que nouvelle fiduciaire, je devais inspecter la propriété avec Maître Callaway pour documenter officiellement son état. Wilfred est venu avec moi. Elle était encore en convalescence, encore plus souvent fatiguée qu'une enfant de 8 ans en bonne santé ne devrait l'être, mais elle était à la maison. Elle était en sécurité, et elle tenait un tout nouveau lapin en peluche que je lui avais acheté la semaine de sa sortie, un lapin qu'elle avait déjà nommé Clémentine. Mes parents étaient dans l'allée quand nous sommes arrivés. Un camion de déménagement garé derrière eux, à moitié chargé. La couleur a quitté leurs 2 visages au moment où ils nous ont vus sortir de la voiture. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée, comme si elle ne trouvait pas un seul mot qui pourrait donner un sens à tout cela. Mon père est resté là, sa tasse de café toujours à la main par habitude, fixant Wilfred comme s'il voyait un fantôme au lieu de sa propre petite fille. Rosamund est sortie du garage en portant une boîte, nous a vus, et s'est arrêtée net. Je n'ai rien dit de cruel. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement demandé à Maître Callaway si nous pouvions commencer l'inspection. Et mes parents se sont écartés sans un mot parce que, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, ils n'avaient plus un seul argument à faire valoir. Mon père, un homme qui, de toute ma vie, n'avait jamais été à court d'opinion, se tenait silencieusement dans sa propre allée, n'ayant rien d'autre à offrir qu'une tasse de café qui avait depuis longtemps refroidi dans sa main. Wilfred m'a serré la main pendant que nous passions devant eux pour monter sur le porche. Elle ne comprenait pas entièrement tout ce qui s'était passé. Elle savait juste que nous étions dans un endroit sûr maintenant, un endroit d'où personne ne pourrait plus nous enfermer dehors. À l'intérieur, la maison semblait étrange, avec la moitié de ses meubles déjà partis, des boîtes empilées dans les coins,
les murs nus là où des photographies étaient autrefois accrochées. Maître Callaway a traversé chaque pièce avec un porte-bloc, notant l'état de la propriété, me posant parfois des questions discrètes et pratiques sur ce que je prévoyais de faire de l'espace. Je n'avais pas encore entièrement décidé. Une partie de moi voulait la vendre et utiliser les bénéfices pour enfin construire quelque chose de stable pour Wilfred et moi, un endroit sans loyer de sous-sol et sans porte verrouillée. Une partie de moi voulait la garder, ne serait-ce que parce que c'était le seul endroit où ma grand-mère m'avait jamais fait sentir que je comptais, sans conditions attachées. Wilfred a erré dans la cuisine pendant que les adultes parlaient, et je l'ai regardé passer sa petite main le long du comptoir, là où, 3 mois plus tôt, ma mère avait tranché une pomme et m'avait dit qu'ils avaient vendu les affaires de ma fille sans la moindre hésitation. Wilfred ne connaissait pas cette histoire. J'espère qu'elle ne la connaîtra jamais. Pas vraiment, pas d'une manière qui la blesserait, comme cela m'avait blessé. Certaines vérités sont plus lourdes qu'une enfant de 8 ans n'a besoin de porter. Avant de partir, mon père a finalement parlé. Sa voix est sortie plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Toute la certitude de ce matin dans la cuisine avait disparu. « Geneviève, a-t-il dit, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» J'ai réfléchi à cette question un long moment, debout dans la maison qui m'avait autrefois si clairement dit à quel point je comptais peu quand il était inopportun de s'en soucier. J'ai pensé aux 11 minutes contre ce mur d'hôpital, aux messages de groupe avec le camion de dons, à la manière calme dont ma mère s'était essuyé les mains sur un torchon comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Vous avez déjà fait tout ce que vous alliez faire, ai-je dit. Ceci est juste ce qui se passe après. » Je ne l'ai pas dit avec colère. Je n'en avais plus besoin. Je l'ai dit comme on énoncerait un fait sur la météo. Quelque chose de vrai, d'établi, et sur lequel personne ne pouvait plus argumenter. Aujourd'hui, Wilfred va bien. Son dernier bilan a placé sa condition solidement en rémission, et ses médecins sont prudemment optimistes sur le fait qu'avec un suivi continu, elle pourra vivre une enfance pleine et normale à partir de maintenant. Elle a commencé une nouvelle école cet automne, s'est fait 2 meilleures amies dès la première semaine, et a développé un intérêt passionné et légèrement chaotique pour l'astronomie, ce qui a abouti à des étoiles phosphorescentes couvrant presque chaque centimètre du plafond de sa chambre. J'ai fini par garder la maison. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'un endroit que ma grand-mère avait spécifiquement protégé pour la famille en crise ne devait pas être vendu à des étrangers au moment où il avait enfin servi son but. Je l'ai fait repeindre, j'ai remplacé la porte du sous-sol par une qui se verrouille correctement de l'intérieur cette fois, et j'ai transformé l'espace aménagé en bas en une suite d'invités. Pas pour mes parents, mais pour toute autre personne de notre famille élargie qui pourrait un jour avoir besoin d'un endroit sur où atterrir, sans condition rattachée à leur gratitude. Je n'ai plus beaucoup de nouvelles de mon père. L'État a résolu son enquête sur la quincaillerie avec un règlement qui lui a coûté plus que de l'argent. Cela lui a coûté l'entreprise elle-même, qu'il a finalement dû vendre pour couvrir ce qu'il devait. Ma mère envoie une carte pendant les fêtes, polie et soigneusement formulée. Le genre de correspondance qu'on attendrait entre des connaissances éloignées plutôt qu'entre une mère et sa fille. Rosamund et moi ne nous sommes pas parlé depuis cet appel téléphonique. Je pense parfois à la contacter, puis je pense au cardigan et au camion de dons, et je laisse l'idée passer. Je pense parfois à cette nuit dans la cuisine, aux tranches de pommes, à la cruauté désinvolte. Peut-être que cela t'apprendra à mieux planifier. Je me demandais autrefois ce que ça ferait d'avoir enfin le dernier mot. Il s'avère que le dernier mot n'a jamais été quelque chose que j'ai dû dire à voix haute. C'était quelque chose qui avait été discrètement écrit des années avant même que j'en ai besoin, par une grand-mère qui comprenait exactement qui était son fils, et qui aimait sa petite fille assez pour la protéger de lui, même après son départ. Alors, voici ce que je ne cesse de me demander, et peut-être que vous pourrez m'aider à y répondre. Si vous aviez passé des années à faire discrètement ce qui était juste pour des gens qui n'ont jamais fait la même chose pour vous, et que la vérité les avait finalement rattrapés d'elle-même, vous seriez-vous senti différent de moi dans cette allée ?